Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café. Je suis votre animatrice Catherine et aujourd'hui je suis avec mon faux accent français et aussi ma meilleure Audrey. Allô? Allô? Comment ça va? Ça va? Je viens de casser une chaise. Je sais. Mais pour la petite histoire, c'est qu'on enregistre dans ma cuisine chez nous, parce que le studio qui va être dans mon sous-sol chez nous, il n'est pas fini encore. Puis on enregistre sur la table, mais que les anciens propriétaires nous ont juste laissé. Puis ouais, ça va pas tout à fait à run, cette histoire-là. Non, c'est fait ça. Que, Catherine a failli mourir! Non, c'est correct, j'ai juste comme cassé une patte. J'ai eu tellement peur. Sacrement, c'était quelque chose. Ouais, je vais, Même mon chat a eu peur pour Catherine. J'ai bougé mon micro un peu pour crier un peu moins fort dans vos oreilles, je m'excuse. Parce que je sens qu'aujourd'hui, je vais pogner les nerfs. Oui. On va parler d'agression sexuelle. Hey, il y a un beau sujet le fun. Pourquoi qu'on fait pas un podcast? Oh my God! Audrey, on arrête ça. On fait un podcast. On arrête tout. Improvisé, comme le 3/4 des podcasts. Ouais. On raconte n'importe quoi, puis on parle de la météo. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'on va perdre toutes nos auditeurs. Ok, parfait. Bon, ben, abort. Donc, aujourd'hui, tu vas nous parler d'une affaire terrible. Absolument. Avant ça, je vais vous présenter un autre café qui est accessible pour le monde qui sont pas dans un coin où est-ce qu'il y a plein de micro-torréfacteurs. Yeah! Mais c'est quand même un café de micro-torréfaction. Mais bon, j'ai envoyé mon chum en commission chez Costco. Parce qu'il faut. Ça arrive. Il faut aller acheter des caisses de couches de 75 000 couches. Oui. C'est important. Et je lui ai dit, va m'acheter du café William. Moi, j'aime le café William Awake. C'est mon nouveau café préféré. Va m'acheter le Awake. Et mon chum est revenu, pas avec le Awake, mais avec un autre, qui s'appelle le Solstice, puis qui est mon nouveau café préféré. Le Solstice, c'est le mix de printemps. C'est édition limitée du café William. William, c'est un micro-torréfacteur. Et c'est un café à torréfaction mi-noir, mais qui a quand même des notes de baie et d'épices. C'est écœurant. C'est un café colombien et éthiopien. C'est un blend. C'est un café incroyable, qui est pas trop torréfié, trop foncé. C'est comme sur une échelle entre le café des Fruit Loops et le café oublié sur le rond chez Tim Hortons, quand tu passes te ramasser un café à 11h, il est vraiment dans le milieu, mais le sweet spot dans le milieu. Le sweet escape. Wouhou! Comme la tune de Gwen Stefani. Wouhou! Mais non, c'est ça, il est vraiment dans le sweet spot au milieu. C'est que t'as ramené le café des Fruit Loops, notre traumatisme. Mais je pense qu'on pourrait peut-être avoir une échelle de gradation des cafés, ça pourrait aider les gens, tu sais. Mais c'est quoi le café le plus acide qu'on a goûté, tu penses? Il me semble que c'est lui. C'est parce que ça goûtait la lime artificielle, là, c'est une autre affaire. Là. Ben, quand j'avais notre abonnement au Roaster Pack! Au Roaster Pack, j'en avais reçu un qui était tellement acide. Je me rappelle, j'étais rentrée dans le bureau quand mon chum et moi, on partageait le même bureau. Puis mon chum m'a demandé si j'avais ouvert une bouteille de vinaigre. Tellement même l'odeur était acide, puis le café dans ma tasse était rouge. Sacramouille, ok. Mais je me rappelle pas c'était quoi, mais c'était vraiment un café. C'était-tu un catouaille ou je sais pas quoi? Quelque chose de même, mais c'était... Ouais. Puis les notes, c'était comme cerise, framboise et fraise. OK. Puis il était tellement acide, j'ai pas réussi à le finir. J'avais fini par le jeter, je m'excuse. OK, fait qu'on va avoir maintenant une échelle entre catouille imaginaire, qui est ce café-là, qui est super acide, comme boire une tasse de vinaigre de pomme, là. Ouais. De cidre de pomme. Oh non, c'était intense. Ça, peut-être qu'en cold brew, ça aurait été meilleur, mais... Non, peut-être. Chaud, c'était... Nope, c'était pas mon jam. Mais donc, le café Solstice du café William, c'est un café qui est original, sérieusement. C'est un café audacieux, mais c'est pas trop audacieux. Je pense que ça a le potentiel de plaire à bien du monde. C'est vraiment pas trop noir que ça te fait tirer les nerfs dans le cou parce que c'est trop amer. C'est un café excellent à déguster le matin. Et ça fait penser au printemps, pour vrai. C'est leur blend de printemps, café Solstice. Ça porte bien son nom. Oh. Fait que café William, way to go, puis merci à mon chum d'avoir ramené ça au lieu du café Awake, que je vous conseille aussi, qui est vraiment un bon café. Tu es pardonné. Voilà! C'est correct! Bon. Ben là, après toute cette douceur, moi, je m'en viens picher une brique dans la mare, toute calme.
Alors Oui. aujourd'hui, je Ouais. vais te raconter l'histoire absolument terrible d'un trou de cul qui s'appelle Marc Bissonnette, qui était un chirurgien. Alors, mes sources, ce sont des articles de la presse, la saison 8 du balado audio Ma version des faits Oh non! de Isabelle Richer. Oh, c'est pour ça que tu m'as écrit ça. Oui! Oh, Pourquoi donc j'écrirais crime, avocat? je sais pas. juge? Ben, parce que des fois tu sais, ça occupe une place dans notre esprit de manière Oui. perpétuelle. Hippopotame, Hippopotame. cendrier, Oh, prélard. café, chat. Alors oui, la saison 8 du balado audio Ma version des faits. Et bien entendu, je vais vous donner des avertissements avant qu'on se lance. Alors cet épisode parle de violence sexuelle, de misogynie et de slut-shaming, qu'en français on appelle la putophobie. La Moi, putophobie. Oui, mais moi je trouve que c'est une mauvaise traduction parce que le slut-shaming, c'est comme faire que les personnes qui pratiquent le travail du sexe ont honte de le faire, tandis que putophobie, ça serait plus comme des gens qui ont peur des gens qui pratiquent le métier. Ben, j'ai trouvé ça weird dans ma tête. Alors, immédiatement, je me suis demandé, ben, tu sais, comme le fat shaming, c'est de la grossophobie, mais fat shaming, est-ce vraiment avoir peur du monde qui sont gros? Et c'est ça, moi je suis Ou pas... plutôt leur crier « Cours toutoune » comme le titre du livre. Il y a une fille qui écrit un livre qui Oui, s'appelle oui. ça. Bon, ça, j'ai pas inventé ça. Mais je suis pas... en tout cas, je suis pas d'accord avec ces traductions-là, parce que ça Non, moi non plus. switch... Ça switch un petit peu l'ordre de Ouais. pouvoir, en tout cas. Mais Je suis c'est pas comme, Je suis pas d'accord. à ce titre-là, là, la transphobie puis l'homophobie, t'as-tu littéralement peur des personnes trans ou des personnes homophobes? Puis si oui, c'est quoi ton problème? Ben écoute, hier, la conversation qu'on a eue sur le Discord, je peux te dire qu'il y a des gens qui ont peur des personnes trans. Mais c'est quoi ton problème? Même si des personnes trans ont pas mal plus peur d'eux qu'eux, ils ont peur des personnes trans. Sais-tu de quoi j'ai peur, moi? J'ai peur des suprémacistes blancs. Y a-tu un nom pour ça? Oui, une personne normale. Ah, ok, mais y a-tu un nom avec phobie dedans? Non, ça s'appelle être une personne normale. Ah! Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui marche pas au niveau du lexique. Ouais. Fait que vas-y, j'ai hâte d'entendre ton histoire. Oui, je vais mettre un petit peu de crime dans ton café. En fait, non, je vais mettre des pilules pour que tu t'endormes. Non! Désolée, je suis pas d'affaire à faire des jokes là-dessus. Tu fais ça juste pour me faire faucher, c'est ça? Ouais. Un petit peu fauché, comme dirait mon gars. Alors, je me lance. Partie 1. Vois-tu ce que je vois? Nous sommes à Montréal en 1993. Alors que les années 90 en sont à leur premier balbutiement, dans les clubs, on se tortille sur le hit de l'heure « Dur, dur d'être un bébé ». Les couples ont des conversations awkward après être allés voir Proposition indécente au cinéma, et la misogynie est toujours aussi populaire. Aussi populaire à l'époque, les implants mammaires. Bien qu'en 1992, la FDA ait restreint l'accès aux implants en silicone en raison des risques qu'ils représentaient pour la santé, les femmes souhaitant une augmentation mammaire pouvaient se tourner vers les implants remplis de solutions salines. Ouais. C'est encore ça qui existe aujourd'hui, non? Oui, oui. Ok. Parmi elles, une employée de banque de 27 ans qui, le 6 juillet 1993, se rend à la clinique du réputé chirurgien Marc Bissonnette pour se faire refaire les seins. Ce n'est cependant pas son premier rendez-vous avec le docteur Bissonnette. En effet, le chirurgien l'avait opéré à la poitrine pour une première fois en 1989. Si l'opération s'est bien déroulée, la patiente est toutefois déçue du résultat. Elle aurait préféré des seins plus gros. Et en plus, son corps a mal réagi aux implants et elle souffre maintenant d'un durcissement des seins. Ah non! Puis là, sachez que être déçu du résultat, ça arrive dans comme 95% des cas, parce qu'une fois que l'enflure s'en va, ben le sein se replace, puis ça te donne pas toujours aussi gros que ce que tu pensais, ce qui est très normal. Les chirurgiens encouragent même souvent à prendre une taille au-dessus de ce que tu penses. Fait que c'est pas la demoiselle qui exagérait, c'est vraiment une réaction courante. Hey, tu m'en apprends des affaires, là. Oui, oui, oui. Wow. En passant, la patiente est restée anonyme tout au long des procédures, donc on va lui laisser ceci. Pendant plusieurs années, elle est suivie par le docteur Bissonnette qui tente de la soulager de ses maux à l'aide de massages. Celui-ci hésite toutefois lorsque, quelques années plus tard, sa patiente lui dit qu'elle aimerait subir une deuxième opération. Mm-hmm. À l'été 93, après avoir procédé à des rénovations à sa clinique, le docteur Bissonnette finit par accepter d'opérer à nouveau sa patiente. Un rendez-vous est fixé pour le 6 juillet à 20h et doit avoir lieu à la clinique du docteur située sur la rue Sherbrooke à Montréal. Puisqu'il s'agit d'une opération où elle sera sous sédation, la jeune femme demande à sa mère et à la cousine de celle-ci de venir la prendre au terme de la procédure.
La mère devait ramener sa fille et la cousine la voiture. Il est 21h50 lorsque la mère et sa cousine quittent la maison de cette dernière dans la banlieue nord de Montréal pour se rendre à la clinique du docteur Bissonnette. Il est quelle heure, pardon? 21h50. Elle se fait opérer la nuit? Ouais, c'est tard. C'est une clinique privée, fait que je pense qu'ils font un peu les heures qu'ils veulent, puis oui, le docteur Bissonnette avait la réputation de trop travailler. Yo, si je renais une clinique privée, j'opérerais pas le monde la nuit, là. Ouais, non, moi aussi, je trouve ça... Je choisirais d'opérer entre 9h et 3h, sinon fuck you, va dans une autre clinique privée. faisait beaucoup d'opérations, puis oui, il y avait des heures très, très longues. Une fois à l'intérieur, la mère s'arrête devant une grande fenêtre du demi-sous-sol de la clinique qui donnait directement sur la salle d'opération. Les lattes du store horizontal étaient légèrement inclinées, ce qui lui permettait de voir à l'intérieur. Yeah! Elle s'exclame à sa cousine « Regarde, il est en train de recoudre ses seins ». Prise d'un élan de curiosité, la cousine décide d'observer elle aussi le déroulement de la procédure. Yeah! De l'autre côté de la vitre, à environ 2 mètres d'elle, elle voit le docteur Bissonnette qui s'affaire à recoudre le sein gauche, suivi du droit. Ensuite, il saisit un linge et recouvre le corps de sa patiente d'un liquide afin de nettoyer les plaies. Faut-tu recouler les seins? Oui, en dessous. Ouais, je sais pas comment ça fonctionne, puis moi j'ai le cœur qui lève quand je regarde de Pit. Ouais, moi aussi, Fait j'aurais que pas regardé ça. Oh non, mais je veux dire, il y avait des émissions aussi, tu sais, comme de Swan, des émissions de télé-réalité de chirurgie plastique et chirurgie esthétique et tout ça, puis oh mon Dieu, je trouve ça... C'est pas pour moi. Non, c'est pas pour moi. OK. Non, Mais moi aussi, moi, j'aurais j'aurais pas pas- regardé entre les... Non, c'est beau. Mais en même temps, tu vas ça. te dire, une chance qu'elles étaient là. Ah, d'accord. Présumant que l'opération est sur le point de se terminer, la mère se rend dans la salle d'attente de la clinique pour demander à la réceptionniste dans combien de temps sa fille devrait être prête. Apprenant que le médecin en a encore pour 20 minutes, elle décide de sortir fumer. Elle se dirige vers l'extérieur lorsqu'elle entend sa cousine crier que le chirurgien vient de sortir son pénis de son pantalon. Ah! Faisant demi-tour, la mère se poste à nouveau devant la fenêtre aux côtés de sa cousine. Lorsque celle-ci lui demande « Vois-tu ce que je vois ?», elle répond que oui, elle aussi voit bel et bien le pénis du docteur Bissonnette qui est à l'extérieur de son pantalon. Paralysées, les deux femmes observent, impuissantes, le docteur Bissonnette empoigner les jambes de sa patiente pour la tirer vers le bas de la table. Elle est nue, il est en érection. De sa main droite, il saisit son pénis et donne un coup de bassin. Oh mon Dieu! Non, non, je vais te laisser procéder tes émotions. Mais sur qu'il est pour pas crier trop fort dans le micro, puis ça a même pas marché. Dude! T'es déjà en train, médicalement, de toucher des seins. C'est pas assez pour toi? C'est quand même plus que ben les gens, dans leur contexte de leur travail, ils n'ont pas l'option de regarder les seins du monde. Parce que moi, je vois pas c'est quoi... Qu'est-ce que tu reçois de ça? Me semble que le plaisir d'une relation sexuelle, c'est que l'autre participe. Puis là, Mais comme... et sous sédation, là, puis sous sédation, les gens bougent, ils sont pas là, là. Mais comment... Je comprends pas. J'ai des questions épouvantables qui me viennent en tête. Du style, c'est ça. Hey, sous sédation, tu mets un petit peu de l'aube ou Apparemment pas. Ben, tu te réveilles puis tu dois pas te sentir bien là en bas, là. C'est ouch. C'est très ouch. What the fuck happened to me quand j'étais sous sédation, là? C'est comme... Oh mon Dieu, ok, continue. Sortant de sa stupeur, la mère s'élance vers la réception et ordonne qu'on la laisse entrer dans la salle d'opération. Rapidement, le chirurgien rhabille sa patiente encore endormie, la dépose sur une civière et l'emmène en salle de réveil. À l'intérieur de la clinique, la mère peine à soulever le corps de sa fille. Sa cousine va la rejoindre et ensemble, elles transportent la jeune femme dans la voiture de la mère et conduisent vers le stationnement d'un centre d'achat. Il est environ 23 heures et les deux femmes sont en état de choc, elles ne savent pas quoi faire. Finalement, la mère se rend auprès du gardien du stationnement qui appelle une ambulance. Oui. Parce qu'elle est sous sédation aussi, c'est comme... Oui, moi, faut que quelqu'un puisse surveiller ça, là. Ouais, puis on est en 93, ils ont pas de sel. Non, Parce c'est que ça. j'allais dire genre, appelle la police, t'appelles la police tout de Mais suite, c'est voyons ça, ils ont pas donc. de téléphone ni une ni l'autre. Non, c'est ça. Fait que t'es pas pour dire à la secrétaire, tu peux t'appeler la police sur ton patron? Lorsqu'elles arrivent sur place, les paramédics sont informés par la mère et la cousine que la jeune femme endormie dans leur voiture a été victime d'une agression sexuelle. On l'amène d'urgence à l'Hôtel Dieu où elle reprend conscience vers 4 heures du matin. À 10 heures du matin, la jeune femme rencontre une intervenante qui l'informe des événements de la veille. Comment tu réagis à ça? Ben, comme, first of all, tu t'es endormi, t'étais dans la clinique du médecin, tu te réveilles, t'es à l'Hôtel Dieu, puis comme, 4 heures plus tard, t'as dit, à 4 heures du matin, elle s'est réveillée? 4 heures du matin, elle est arrivée à l'Hôtel Dieu, elle Ok. s'est réveillée à 10 heures. Ok. Non, elle s'est réveillée à 4 heures, puis à 10 heures, tu rencontres quelqu'un. Ben, ça fait 6 heures que t'es dans la chambre de l'Hôtel Dieu, puis y a personne qui te dit pourquoi t'es là? Pauvre madame!
Puis en plus, t'es en douleur de ton opération. Ouais. T'es comme pas toute là. Non. Après avoir passé une batterie de tests, elle décide de porter plainte à la police et au Collège des médecins. Ah! Le 15 juillet 1993, on procède à l'arrestation du docteur Marc Bissonnette. Celui-ci fait face à 2 chefs d'accusation, agression sexuelle et administration d'une substance dans le but de commettre un méfait. Ah! En plus de faire face à des accusations criminelles pouvant mener à un emprisonnement à vie, le docteur Bissonnette devrait être jugé par son ordre professionnel lors d'un procès à huis clos au terme duquel il risque la radiation à vie. Ben ça doit être quand même une job le fun pour le Collège des médecins. C'est une affaire très, très cut and clear, là. Non? Non? Calvaire. On est en 1993. Là, c'est pas la tune de Jean Leloup, mais je vais quand même le chanter sur cette air-là pour que ça soit moins terrible que ce que ça l'est. En 1993, on a la misogynie dans le tapis. Oui. On n'aime pas les femmes qui se font refaire les seins. Et how dare you dire ça d'un médecin? On n'aime pas les allégations. Ah. Partie 2. 2 procès. À ce point de l'histoire, il est important de comprendre que Marc Bissonnette va subir 2 procès devant 2 instances entièrement indépendantes. Un procès devant la Cour criminelle du Québec et un procès devant le comité disciplinaire du Collège des médecins. Les mêmes témoins vont être entendus pendant les procédures, mais les verdicts peuvent ne pas être les mêmes. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que Bissonnette va devoir passer devant le comité de ses pairs avant la tenue de son procès au criminel. En attendant son passage devant le comité disciplinaire, le médecin va être radié temporairement, décision qu'il va d'ailleurs tenter de contester en s'adressant à la Cour supérieure. Sa demande va être rejetée. Dude, t'es déjà médecin au privé. C'est sûr que tu fais le moton. Ferme ta gueule puis retourne chez vous. Mais on sacrament. Excuse-moi, J'ai hâte de voir jusqu'où ta colère peut aller, là. Mais comme... T'es déjà là! Mais je suis déjà là! C'est pas parce que t'as besoin de continuer à travailler. Il est sûrement plein aux as. Prends ton trou. T'as violé une femme. Tabarnak. OK. Si les procédures du comité disciplinaire se déroulent à huis clos, ce n'est pas le cas du procès au criminel. Puisque Bissonnette n'avait pas encore entamé sa défense devant le Collège des médecins, son avocat, Maître Pierre Poupard... C'est qui ça? C'est l'avocat du monsieur de la gare centrale. Bon, pour vrai? C'est lui qui a négocié l'extradition du FLQ. Excuse-moi, Pierre Poupard. Non. En tout cas, Attends, moi googler ça. Maître Pierre Poupard tente de faire interdire la publication des témoignages qui seraient entendus lors du procès criminel de son client. T'as raison. Mais c'était quand il y a eu les arrestations des gars qui avaient détourné un avion vers Cuba. On avait les 2 raisons! On avait les 2 raisons! Ah ouais. Selon lui, la distribution des informations mettra en péril le droit de son client à un procès juste et équitable. Du côté des médias, l'avocat maître Marc-André Blanchard rappelle à la Cour que les médias sont les yeux et les oreilles du public lors d'un procès, un fait reconnu par la Cour suprême. Il ajoute que les membres du comité de discipline sont des professionnels qui rempliront leurs obligations selon leur serment et non en se laissant influencer par des articles et éditoriaux. Le juge Pierre Brassard rejette la demande de Maître Poupard, déclarant qu'il n'est que pure spéculation que le droit à un procès juste et équitable du docteur Bissonnette est mis à mal par la liberté de presse. Oui, mais là, t'as dit que son procès au criminel était après son procès par l'ordre? Fait que c'est quoi le commentaire de comme c'est des professionnels qui vont agir sans être influencés par la presse? Ils ont commencé le procès, ils ont entendu la jeune femme, sa mère et la cousine de sa mère. Ils ont entendu ces témoignages-là. Là, il va y avoir le procès criminel. Dans le fond, c'est qu'il est comme fragmenté, fait qu'il y a des fragments qui se rentrent les uns dans les autres. Ok, je comprends. Mais le Collège des médecins, peu importe, allait rendre sa décision après le procès au criminel. Fait que ça se recoupe, mais je les ai gardés comme distincts, parce que sinon, ça donne comme du back and forth, puis je me suis dit que ça allait être dur à suivre. Partie 3, les femmes témoignent. Le procès du docteur Bissonnette s'ouvre le 17 octobre 1994. Afin que nous ayons tous et toutes le même horizon d'attente face à ce qui va se dire, j'aimerais que vous gardiez bien en tête que le procès s'est déroulé dans les années 90. La victime est la première à témoigner. Puisque je vous ai déjà livré son témoignage en début d'épisode, je vais tout de suite passer au contre-interrogatoire mené par Maître Poupard. D'abord, il demande à la plaignante si elle a déjà éprouvé de l'attirance pour son médecin. Celle-ci répond que non, que le docteur Bissonnette était un médecin compétent, qu'elle se sentait bien avec lui, mais que leur relation était celle liant un patient à un professionnel de la santé.
Maître Poupard demande ensuite à la plaignante si elle avait trouvé agréable de se faire masser les seins par le docteur Bissonnette et si ces massages auraient pu lui donner envie, je le cite, de s'ouvrir à lui. À nouveau, la plaignante répond que non. Et si j'avais été le juge, j'aurais envoyé Maître Poupard en prison juste pour avoir été dégueulasse. On appelle ensuite la cousine à la barre des témoins. Dans son contre-interrogatoire, Maître Poupard cherche à savoir si la témoin est certaine d'avoir vu le pénis en érection du docteur Bissonnette au moment des faits. Je pense qu'elle s'en rappelle. Je pense qu'à son... On parle d'une femme dans la quarantaine, je pense qu'elle sait de quoi ça a l'air de quoi ça a l'air un pénis, monsieur. Puis tu sais, je veux pas dire quelque chose, je veux pas parler au nom des autres, là, mais comme... Moi, ça m'est arrivé il y a une couple d'années que je marchais dans la rue, milieu de l'avant-midi, tout était bien beau, puis il y a un gars qui a sorti son pénis pour pisser sur le bord des autos stationnées sur le bord du trottoir. Je l'ai vu, puis je m'en rappelle parce que ça choque en esti quand tu t'attends pas à voir ça. Non, Puis c'était pas un pénis en érection, c'est juste un gars qui va dans une ruelle d'autres, j'ai rien compris de ça. Ben moi, il y avait une ruelle proche de chez nous que je Ouais. prenais des fois pour sortir de chez nous. Ouais. Puis à un moment donné, je suis arrivée, puis il y avait un gars en train de pisser là. Puis moi aussi, je me rappelle de l'avoir vu. Ben c'est ça, c'est quelque chose qui marque quand tu t'attends pas à ça, c'est... Puis j'ai comme plus jamais repris cette ruelle-là de tout le temps que j'ai vécu là. Ben moi, j'étais obligée de marcher sur cette rue-là, c'était la rue Sherbrooke dans Notre-Dame-de-Grâce. Eh boy! Ouais, ouais. Yeah! J'ai pas trop compris ce qui se passait, mais je m'en rappelle en esti. Donc, Maître Poupard remet en question l'acuité visuelle de la femme. Ah, bon. Ok. A-t-elle vu les poils pubiens du médecin ou seulement son pénis? Celle-ci répond Hein? les deux en même temps. Et je suis comme, mais pourquoi je verrais tes poils pubiens anyway? Mais comme pourquoi je verrais juste tes poils pubiens, comme tes pantalons sont bien trop bas, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'était pas encore la mode des tailles basses, là. Non. Pourquoi je verrais les poils pubiens d'un médecin comme le poil dans une salle d'opération? C'est pas propre, là. Si je Comme suis si chez le t'as une médecin... barbe, faut que tu mettes un filet dessus. Si je suis chez le médecin, les seuls poils pubiens qui sont acceptables, ce sont les miens. Exactement. Si le médecin est en train de me faire un pap test. Exactement. That's it. C'est pas l'infirmière, pas le médecin, Ben, ils peuvent en avoir, mais dans leur bobette, en dessous de leur vêtement. pas les préposés aux bénéficiaires qui font le ménage de la salle. Rien d'autre. Aucun autre poil pubien que celui des patients et des patientes. Avec leur consentement. Ensuite, Maître Poupard demande plus de clarification. Jaillit tout. Par exemple, combien de coups de bassin le médecin a-t-il supposément donné à la patiente? Est-il circoncis? Quelle était la couleur du drap sur lequel la patiente était étendue? Et après, on se demande pourquoi les femmes ne rapportent pas des agressions sexuelles. Pouvez-vous me faire un dessin du pénis du docteur Bissonnette avec toutes les veines, toutes les poêles? Je me retiens pour pas crier à toutes les phrases que tu dis, parce que ça va trop couper le flot de l'histoire. Une autre critique qu'on a reçue. La cousine réplique que le médecin a donné 2 coups de bassin, qu'elle n'a pas vu s'il était circoncis et qu'elle ne se souvient plus de la couleur du drap. Un demi-coup de bassin aurait déjà été trop de coups de bassin Exactement. dans ce cas-ci, à mon humble avis. Le seul nombre de coups de bassin acceptable étant 0. Oui. Ensuite- Avec la graine des pantalons. Ensuite, c'est au tour de la mère de la plaignante de témoigner. À la barre, celle-ci s'effondre en larmes en déclarant qu'elle aurait dû agir plus rapidement au moment des faits. J'aurais dû lui crisser des coups de pied, j'aurais dû faire quelque chose. Ça aurait été pleinement mérité. Oui. On veut pas inciter à la violence. Mais On incite à la rétribution. à Maître Hélène Di Salvo, l'avocate de la Couronne, une autre avocate qu'on a vue souvent et qui était juge pour l'affaire de Simon Brindamour. Oui. Et à Maître Hélène Di Salvo, l'avocate de la Couronne, la mère explique comment elle s'est sentie en observant la scène. Mon regard est sur ma fille. Son corps est complètement nu. Il n'y avait plus de couverte qui couvrait le bas de son corps. Puis ma vision change de bord. Je vois son pénis. Je le vois tirer sur ma fille en la prenant par les jambes. Oh! Il l'a tiré vers lui. C'est comme quand vous mettez une cassette vidéo dans la machine et que vous fixez l'image. Je suis figée avec cette image-là. C'est épouvantable. C'est sa mère. Oui. Je peux même pas imaginer si c'était genre... C'était toi. Mais si comme... je peux rien faire pendant qu'il t'arrivait quelque chose. Mais t'es tellement vulnérable. Puis c'est un milieu médical. En plus, Ouais. tu veux pas mettre la santé de ta fille en danger, mais tu sais qu'il faut que tu fasses de quoi? J'avais pas pensé à ça, mais effectivement, c'est assez mis à varger sa fenêtre, là, puis que le médecin avait vu qu'elle la regardait. Elle aurait pu être en danger. Par la suite, celle-ci fournit des détails de plus concernant l'agression dont elle aurait été témoin. Au moment où elle est allée récupérer sa fille, celle-ci ne portait plus de petites culottes et c'est le docteur Bissonnette qui est allé les chercher dans la salle d'opération pour les lui rendre. Aussi, la mère dit qu'après avoir crié au docteur Bissonnette qu'elle avait tout vu, que celui-ci l'avait pourchassée à travers la clinique en exigeant plus de détails. Partie 4. Un collègue et un mari en or.
C'est ensuite aux experts de la couronne de témoigner. Un biologiste révèle à la cour avoir trouvé des spermatozoïdes nombreux et complets dans le vagin de la victime, signifiant qu'une relation sexuelle avait eu lieu au plus tard 24 heures avant le prélèvement. Probablement entre 10 et 12 heures, ce qui nous ramène au moment exact où l'agression aurait eu lieu. Maître Poupard demande au biologiste s'il est possible de trouver des spermatozoïdes complets au-delà des 24 heures suivant une relation sexuelle. Ah bon, voilà, OK. Le biologiste répond que c'est possible, oui, mais que ces cas ont habituellement été observés sur des cadavres. La chute de température du corps permettant aux spermatozoïdes de vivre plus longtemps. D'autres, pourquoi tu sais ça? Yark! Mais c'est sa job! Mais non, je sais bien, mais c'est dégueulasse pareil. Oh! Sinon, il est impossible que les spermatozoïdes survivent plus de 48 heures après une relation sexuelle. Le biologiste rappelle également à Maître Poupard qu'en 10 ans de métier, il a déjà produit entre 700 et 800 expertises et qu'il peut manger un hostie de char. Le 18... La greffière est là. Un hostie de char, point. Le 18 janvier 1995, c'est à la défense d'entamer sa preuve. Avant même de débuter, Maître Poupard admet qu'il est vrai que si la plaignante revenait témoigner, elle dirait n'avoir jamais eu de relation sexuelle consentante avec le docteur Bissonnette. Elle dirait que sa dernière relation sexuelle datait du 4 juillet 1993 et que celle-ci s'était déroulée avec son conjoint et qu'il s'était protégé à l'aide d'un condom. La défense reconnaît également que le sperme de son client a été retrouvé dans le vagin de la plaignante suite à une relation sexuelle ayant eu lieu à peu près au moment de l'opération pratiquée par Marc Bissonnette. Non. Oh, tu vois où est-ce que ça s'en va? Hein? Viens-t'en ici, bébé. On va fourrer, puis après ça, je t'opère. Sacrement! Je pense que c'est l'épisode où j'ai dit le plus d'obscénité. Puis on n'est pas rendu à la fin. On va mettre ça dans la catégorie explicite, podcast explicite. OK. La défense compte toutefois démontrer que le 6 juillet 1993, le docteur Bissonnette aurait eu une relation sexuelle consentante avec la plaignante avant de l'opérer. Avant de faire témoigner l'accusé, Maître Poupard fait défiler des collègues de son client qui tous chantent les louanges de Marc Bissonnette. En questionnant ses chirurgiens, Maître Poupard cherche également à miner la crédibilité du récit livré par les témoins de la couronne, en démontrant que les détails fournis par ceux-ci ne correspondent pas au véritable déroulement d'une opération où l'on performe une augmentation mammaire. Attends, je viens de penser à quelque chose. Le médecin, tantôt, l'a dit qu'il avait trouvé beaucoup de sperme. Et de sperme complet. Et la mère et la cousine, ils ont dit qu'ils ont vu 2 va-et-vient. C'est littéralement un two-pump-chump. N'est-ce pas? Tu veux appeler ça comme ça? Ben, c'est pas une chose positive, là, Non. ça. Fait que, il a agressé une fille, puis en 5 secondes, c'était fini. Moi aussi, je suis comme, my God! C'est un petit peu... ça sonne un petit peu comme l'éjaculation précoce, monsieur. Non pas qu'il y ait un problème avec l'éjaculation précoce. Non, il y a des solutions pour ça. Absolument. Et dans son cas, à lui, on a le droit d'en rire, parce qu'il a l'air épouvantable, cet homme. Je le déteste. Oui, comme... Je le déteste. Où est-ce que je peux aller signer une pétition pour le détester? Tout pomme Bissonnette! Tu vas l'appeler de même maintenant! Moi, par contre, ce qui m'écoeure là-dedans, c'est... Je vois beaucoup une question de classisme. Parce que je veux dire, c'est 2 femmes de genre... Ils disent banlieue nord de Montréal, fait que j'ai tendance à imaginer Laval, qui disent comme « Oh, ces dames, ce qu'elles ont décrit, c'est même pas comme ça que ça se passe une opération. » Hey, mon homme, j'ai une maîtrise en littérature. Amène-moi un tray d'outils de chirurgien, je peux pas t'en nommer la moitié. Comme, c'est un domaine précis. C'est normal que ces femmes-là, ils disent comme « Ben là, j'ai vu comme un cossin, comme un peu comme des ciseaux, genre. » C'est normal. Le grand public, on n'a pas accès à ces connaissances-là, là. Tu sais, le gros bon sens? Ouais, le gros bon sens inventé par Pierre Poilievre en Oui, 2024. Je pense que le gros bon sens de Pierre Poilievre, c'est savoir que dans aucun cas, une opération doit se terminer par une pénétration vaginale ou anale ou buccale ou n'importe quel orifice que ça te tente. Il y a aucun pénis sorti des pantalons pendant une opération, sauf peut-être la personne qui se fait opérer, ça dépend. Ou s'il y en a, c'est parce que tu regardes un certain film pour un certain public. Mais je veux dire, Et c'est que ça. ces gens ne sont pas des professionnels de la santé, c'est des professionnels d'un autre domaine. Mais comme peu importe la question de la compétence médicale ou whatever, puis de pas connaître le jargon, tout le monde sait que ça devrait pas avoir lieu d'être dans une salle d'opération, peu importe. Bon, ben c'est ça, t'allais me dire que ses collègues disaient qu'il était un don gentil. C'était le meilleur chirurgien de l'histoire de l'humanité.
Oh, wow, ok, cool. Maître Di Salvo réplique toutefois en contre-interrogatoire en demandant à ses éminents chirurgiens si un docteur aussi professionnel, aussi talentueux que le docteur Bissonnette aurait bien fait de performer une chirurgie sur la même table où une relation sexuelle venait d'avoir lieu. Oui. Ah, ok, dans ma tête, c'était dans le cabinet du médecin, on va aller faire le bidding, badang, bing, et ensuite, on s'en va sur la table d'opération. Sur la table. Je peux pas imaginer le genre d'infection terrible que tu pourrais avoir si tu te ramasses avec du sperme à l'intérieur de ton corps, à l'intérieur de tes boobs pendant qu'ils sont en train de t'opérer. C'est épouvantable, non. Du sperme, des fluides vaginaux, de la salive. Des poêles, puis bien. Des poêles. Des Des poêles. cheveux. Comme... de la morve, j'allais continuer. Écoute, Whatever. on pink shame pas Qu'est-ce qui ici. se passe, là? J'aime pas ça. C'est fini bientôt? Non. Ah! Pris de court et légèrement gêné, tous répliquent qu'il s'agirait là d'un manquement grave puisque la salle d'opération serait contaminée. Ensuite, Maître Di Salvo questionne les collègues de Bissonnette à savoir s'il est prudent pour un chirurgien de procéder à une chirurgie sous anesthésie sans assistance. Cette fois, les experts répondent que c'est possible, mais peu prudent, surtout en cas de complications. Après, les collègues du Dr Bissonnette, c'est au tour de Lorraine Daigneault, la conjointe et mère des 6 enfants de l'accusé, de témoigner. Elle-même médecin généraliste, ce n'est qu'au moment de l'arrestation de son mari qu'elle a su qu'il avait des ennuis avec la justice. Plus précisément, c'est dans les médias qu'elle a pris connaissance des chefs d'accusation qui pesaient contre son mari. Quand elle tente de confronter, il nie tout. Finalement, ce n'est que le 30 juillet que Marc Bissonnette décide de tout avouer à sa femme. Il a eu une relation sexuelle avec une patiente et celle-ci l'accuse maintenant d'agression sexuelle. Daigneault décide de croire et de pardonner à son mari. Elle acceptera même de participer à des reconstitutions des événements. La dame ayant sensiblement les mêmes proportions que la plaignante, elle s'est étendue sur la table de l'opération et son mari l'a empoignée par les jambes pour la tirer vers lui. À ce moment, elle affirme qu'il lui était impossible de ne pas se projeter vers l'avant et qu'une relation sexuelle dans ces conditions était tout simplement impossible. En contre-interrogatoire, Maître Di Salvo fait toutefois remarquer à Lorraine Daigneault qu'au moment de ses reconstitutions, elle était éveillée, contrairement à la plaignante qui, elle, était sous sédation. Lorraine Daigneault reconnaît que si elle n'avait pas été consciente, elle n'aurait sans doute pas eu le réflexe de se projeter vers l'avant pour éviter de se péter la face sur le plancher. Partie 5. Quelqu'un s'est endormi devant Bleu Nuit. À la fin du mois de janvier 1995, c'est à Marc Bissonnette de témoigner pour sa propre défense. D'abord, il évoque son parcours professionnel, ses études et ses stages en France, en Suisse et aux États-Unis, au cours desquels il s'est spécialisé en chirurgie plastique. Pour en revenir aux faits, il explique avoir rencontré la plaignante en avril 1989 alors qu'elle le consulte pour une augmentation mammaire. Bissonnette l'opère pour la première fois le 9 juin 1989 à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Peu de temps après l'opération, la plaignante revient le voir, se disant déçue du résultat, elle aurait aimé des seins plus gros. Le docteur refuse toutefois de l'opérer une seconde fois en raison des risques de complications. Il la réfère à un collègue qui se prononce également contre la procédure. Le 20 novembre 1991, la plaignante retourne voir son chirurgien, cette fois-ci parce que ses seins commençaient à développer des capsules fibreuses autour des prothèses, une réaction normale du corps à un corps étranger qui a pour effet de durcir les seins. Pour tenter de la soulager, le docteur Bissonnette pratique des massages sur sa patiente. Selon lui, c'est à ce moment qu'elle aurait tenté un rapprochement en lui disant qu'elle trouvait la procédure agréable. Il aurait aussitôt cessé la manœuvre, mais sa patiente insiste que c'était juste une joke. Toujours selon le docteur Bissonnette, la plaignante l'aurait un jour invité à prendre un verre après le travail, invitation qu'il aurait toutefois refusée. Elle l'aurait alors traité de pognée. Le témoignage se poursuit et nous mène aux événements du 6 juillet 1993. Avant de débuter l'opération, alors que la plaignante était assise et consciente sur la table d'opération, elle aurait fait des avances au chirurgien. Elle m'a dit « Est-ce que je suis une patiente spéciale pour toi? » Je lui ai dit « Oui, c'est sûr, depuis le temps qu'on se connaît. » Elle m'a dit « Non, je veux dire vraiment spéciale. » J'ai figé. Elle m'a dit « Pour moi, t'es vraiment spéciale. » Elle s'est alors rapprochée de moi, on s'est embrassés. Au début timidement, puis plus vigoureusement. Là, j'ai un peu perdu le contrôle. Y a pas d'autre monde présent? Ben c'est ça, t'es supposé d'être assistée. Ben, t'es supposé être assisté, puis il y a des anesthésiologues. Anesthésiste. Des anesthésistes? Non. Pour la mettre sous anesthésie? Mais ça se fait pas, ça. Mais c'est ça que Maître Hélène Di Salvo, elle a demandé à ses collègues. Ouais. Tu peux-tu faire une opération sous anesthésie sans assistance? Puis ouais. eux, ils disent comme, ben tu peux, mais c'est comme vraiment une mauvaise idée. Ah, je l'haïs, puis là, j'ai googlé sa face, puis je l'haïs encore plus. Il a l'air d'un chou qui vit à Chouville. Un chou qui vit à Chouville. Dans le Grinch. La jaquette est tombée. Elle a pointé sa petite culotte et m'a dit « Ça, c'est pour toi ». Elle les a enlevées et a détaché mon pantalon. Je suis comme « Hey, monsieur, là. »
Après, qui a fait quoi, je ne sais pas, mais on a eu une relation sexuelle sur la table d'opération. C'était comme une perte de contrôle, un moment d'abandon, en passant une pensée pour la pauvre sténographe. Après la relation sexuelle, la plaignante se rend à la salle de bain. Pendant ce temps, Marc Bissonnette affirme qu'il pensait à sa femme et à ses enfants. Je ne comprenais pas, toutes mes valeurs venaient de basculer. Une fois la plaignante de retour dans la salle d'opération, ils auraient eu une conversation sur ce qui venait de se passer. Je lui ai parlé de ma femme, de mes enfants. Elle m'a dit de ne pas en faire. Elle m'a dit qu'elle était venue pour une chirurgie. On en a parlé et on a décidé de la faire quand même. Ce n'est qu'à ce moment qu'il aurait administré un sédatif à sa patiente. Arrivant au moment où il a été confronté par la mère et la cousine, Bissonnette raconte qu'après avoir nettoyé les plaies, il a quitté la salle d'opération pour prendre du banjoin, un produit servant à décoller les sparadraps au niveau de l'incision. Selon l'accusé, sa patiente était à ce moment assez réveillée pour qu'il la mette en garde de ne pas tenter de se lever en son absence. Mais je pense que ce n'est pas vrai. Moi aussi. Elle s'est réveillée à 4h du matin à l'hôpital. Ouais. Mais lui, il dit que elle s'est pas réveillée pendant que sa mère, réveillée. sa cousine la transportait dans l'auto. Elle s'est pas réveillée pendant qu'il l'amenait dans l'hôpital. Le docteur Bissonnette dit qu'elle était déjà réveillée. Oui, mais le docteur Bissonnette, c'est un trou de pète Ouais, allégué. Oui, mais cette femme voulait des gros seins et c'est une grosse slot. Ça ne fait pas d'elle une mauvaise personne. Exactement. Ni quelqu'un qui mérite une affaire de même. À son retour, il réalise que quelqu'un se trouve de l'autre côté de la porte de sa salle d'opération. C'est la mère de sa patiente qui lui demande s'il en a encore pour longtemps. Il l'informe qu'il a presque fini et qu'elle peut patienter dans sa salle de réveil. Celle-ci répond qu'elle préfère sortir fumer. Le médecin retourne auprès de sa patiente pour appliquer le banjoin et retirer la plaque de cotère, une plaque métallique à laquelle est reliée une cotère électrique, un instrument servant à brûler les vaisseaux sanguins. Wow! Cette plaque avait été déposée à l'intérieur de la cuisse de la patiente et il devait donc bouger ses jambes pour la récupérer. C'est à ce moment qu'il aurait entendu une voix crier « T'as fait quelque chose de pas correct ». Attends, pourquoi? Pourquoi c'était là, ça? C'est quoi le rapport? Il me semble que t'as un petit tray à côté de toi, d'habitude. Mais pourquoi il y avait besoin de cautériser des veines dans la cuisse de la patiente? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais il y avait juste déposé, parce que dans le fond, c'est connecté à un bloc. Puis là, t'as un fil, puis là, t'as l'outil au bout, un peu comme un fer à souder. Ah! Il avait juste déposé le truc auquel c'était branché, allegedly. Il aurait déposé ça entre ses cuisses, puis l'outil en tant que tel s'en sert pour ouvrir les seins puis éviter les saignements, mais comme... Ok, ben c'est merveilleux, mais genre dépose ça à côté de son flanc. Non, mais sur ton tray sur ou à ton côté de flanc. son ventre. Ça a pas de sens de mettre ça en dessous de son pubis. C'est bien trop loin des seins. Je suis comme... À moins qu'il ait rajouté des seins au niveau du nombril. comme dans Total Recall. C'est ça qu'elle voulait. Donc, la porte de la salle d'opération était entr'ouverte et la mère de la patiente se trouvait dans l'embrasure. Craignant qu'elle ne pénètre dans la salle, il lui demande de ne pas bouger puisque la salle doit demeurer stérile. En cours, il dit maintenant regretter de ne pas l'avoir laissée entrer. J'aurais préféré qu'elle fasse le tour 3 fois. Le docteur demande à la dame ce qu'elle a vu de pas correct, mais celle-ci refuse de répondre. Croyant comprendre de quoi il s'agit, il tente de lui expliquer qu'il avait dû mettre ses mains près des parties génitales de sa fille pour récupérer un appareil chirurgical, mais la mère ne veut rien entendre. Ça n'a pas rapport avec ton pénis. À moins qu'il y avait une main sur le bout de son pénis. C'est lui, mon assistant! Voilà, c'est son 3e bras. Qui voulait récupérer la patente qu'il avait déposée entre les jambes. Je voulais juste l'aider! À ce moment, Bissonnette affirme que sa patiente s'était assise après avoir entendu la voix de sa mère, qu'elle l'a même aidé à lui remettre son soutien-gorge et sa jaquette avant de se coucher sur une civière pour se rendre dans la salle de réveil. Une fois dans la salle de réveil, il s'aperçoit qu'il a oublié les petites culottes de sa patiente dans la salle d'opération. Mais pourquoi elle n'avait plus ces petites culottes? Parce qu'elle les a enlevées. Ouais, mais il n'y avait pas de raison qu'elle les ait pu. Ouais, mais dans sa fantaisie, à lui, elle les a comme lancées en criant « Ouh, ouh! » OK. Mal à l'aise, il va les chercher et les remet à la mère de la jeune femme. Moi, je suis mal à l'aise. Une semaine plus tard, les policiers de la CUM procèdent à son arrestation. Je ne comprenais pas, je trouvais que ça ne se pouvait pas. J'étais estomaquée, c'est pas ça qui s'est passé. Il y a eu une relation sexuelle consentante. C'est certain que la patiente se souvient de ça, même après l'anesthésie. Interrogée par son avocat, Bissonnette déclare que c'est impossible que la mère et la cousine de sa patiente aient vu son pénis, puisque son pantalon de chirurgien ne comporte pas d'ouverture et que si on en défait le cordon, il tombe. Excuse-moi, ça... non, tout est possible. Tout est possible dans le monde des pervers. Mais ouais. La seule explication, c'est que j'avais une tache de sang dans la région génitale. Pardon, ta tache de sang, elle a éjaculé dans la patiente? Ouais. Partie 6. Les femmes mentent, mais elles ont des sangs. Moi, ce qui me fait manger mes bas, beaucoup de choses me font manger mes bas dans les histoires comme ça.
Mais ce qui me fait le plus manger mes bas, c'est l'incapacité totale de certaines personnes à admettre leurs erreurs et prendre leurs responsabilités. T'as fait une affaire dégueulasse de même, c'est épouvantable, puis tu t'es fait pogner la main dans le sac, proverbialement. Mais comme, fais juste avouer que t'as un problème. T'as un problème, t'as fait quelque chose de dégueulasse, puis tout ce que tu peux faire maintenant, là, pour réparer ça symboliquement, c'est t'excuser. Passer aux aveux. Oui, passer aux aveux, Accepter faire les la bonne conséquences. chose, pas traîner ta victime dans la boîte comme t'es en train de faire maintenant, puis lui faire une réputation de whatever. Tout ce que tu peux faire, c'est la supplier de te pardonner, puis après ça, devenir une meilleure fucking personne. Je trouve ça dégueulasse. Moi, c'est vraiment fait genre, non, tu t'es fait pogner, là. Ouais. Commence pas à inventer des scénarios de Bleu Nuit, là. Pis comme pas juste la fille, la C'est- mère pis sa cousine. Oui! Les traiter comme s'ils étaient trois estis de connes. J'en reviens pas. J'en reviens pas, sérieux. À quel point il faut que tu sois lâche pour décider que c'est ça que tu vas faire. Quand le scénario le scénario qu'il invente, là, c'est pas crédible du tout. Non, Il y a aucune raison pour laquelle ça pourrait possiblement s'être passé. absolument pas. C'est complètement niaiseux. J'en reviens pas à Non, quel c'est- point cet homme c'est du- manque de balls, symboliquement. C'est du domaine du pur fantasme. Ouais. C'est 100% un rêve cochon. C'est lâche en esti. Puis on n'est pas au bout de sa lâcheté, là. 17 février, on assiste à un coup de théâtre. Ouais. Alors que Maître Poupard appelle à la barre des témoins un barman d'une trentaine d'années qui affirme avoir eu entre 4 et 5 relations sexuelles sans protection avec la plaignante. Autre que du gros slut-shaming sale, le témoignage avait pour but de miner la crédibilité de la plaignante en démontrant que celle-ci avait menti lorsqu'elle avait affirmé toujours utiliser le condom lorsqu'elle avait des relations sexuelles. Ainsi, le témoin affirme avoir rencontré la plaignante dans un bar en 1992 et que jusqu'à l'été 1993, ils auraient eu entre 4 et 5 relations sexuelles, aucune d'entre elles avec un condom ou quelque autre forme de contraception. La couronne s'insurge, alléguant que sa cliente a été piégée par la défense et demande à ce qu'elle puisse retourner à la barre des témoins pour s'expliquer. 100%. Mais parce que la haine des femmes n'a pas été inventée par le Parti républicain en 2016, le juge rejette la demande de la couronne. Ça n'a pas rapport. C'est ça, justement, c'est juste salir sa réputation. C'est comme, si t'as déjà, dans ta vie, eu des relations non protégées, c'est quoi que t'es obligé d'en avoir des non protégées jusqu'à la fin des temps? Je veux dire, une personne, disons, là, qui a été mariée pendant des années, qui a eu des enfants avec quelqu'un, puis elle se sépare, puis elle retourne sur le dating scene, là, c'est normal qu'avec un nouveau partenaire qu'elle connaisse pas, qu'elle demande de la protection, là. Oui. Franchement, c'est du cas par cas. Fuck you, Maître Poupard. Vraiment. La défense conclut sa preuve avec le témoignage d'un anesthésiste. Mais là, je pensais qu'on l'aimait, Maître Poupard. Non. Là, on l'aime plus, là. Non, vraiment On pas. l'aimait avec le FLQ puis Thomas Walsh, parce que c'était comme peut-être pas Thomas Walsh pour vrai. Ah non, il prend une méchante débarque ici. Voyons, là. calvaire. Il va avoir le témoignage de l'anesthésiste, le docteur Jean Taillefer, qui affirme qu'en se fiant aux doses administrées à la patiente, il est impossible qu'elle ait été violée sans s'en rendre compte. Et au sujet des ambulanciers qui ne sont pas parvenus à réveiller la jeune femme, le docteur Taillefer affirme que c'était 2 incompétents. J'aime cette défense-là. Tu peux juste pointer tout le monde et dire qu'ils sont caves. En mars, la défense débute son plaidoyer. Est-ce que, quand t'as un témoin professionnel ici, est-ce qu'ils sont rémunérés? Parce qu'aux États, c'est une grosse affaire. Ils sont payés, les spécialistes qui vont témoigner dans les procès, là. Puis ça me semble être quelque chose de vraiment dégueulasse. J'allais dire justement combien d'argent qu'il a reçu pour dire une affaire de même, ce gentil anesthésiste. Je t'avoue que je sais pas si les témoins sont rémunérés ici, fait que dites-le nous, les avocats qui nous écoutent. En mars, la défense débute son plaidoyer qui, en gros, consiste à dire que les femmes sont des estimes menteuses, miner la crédibilité de la plaignante et des témoins. Passant au peigne fin le témoignage de la plaignante, Maître Poupard relève que celle-ci a dit 710 fois « je ne sais pas »,« je ne m'en souviens pas » et d'autres formules du genre. Selon lui, c'est signe qu'elle préfère ne pas se souvenir de choses compromettantes. Moi, ça m'écoeure parce que on peut pas gagner, on étant le genre féminin. Que tu sois la victime parfaite qui se souvient de tout ou que tu ne te rappelles de rien, ça n'a aucune issue. Aucune instance, sur l'issue d'un procès comme ça. Elle aurait pu se rappeler de tout. Puis on a 2 témoins visuels. Elle aurait pu se rappeler de tout, de la couleur, des bobettes du docteur, De ses poids. du drap, oui, plein d'affaires, taches de naissance, whatever. Ça ne veut pas dire que ça aurait fait une différence sur l'issue du procès que je vois venir à 100 000 à l'heure parce que c'est un médecin. Exactement. Pis ça, c'est 3 estis de connes de Laval.
On sait même pas s'ils viennent de Laval, ils viennent peut-être de Rosemère, OK? Ou de Repentigny. Blainville, Mascouche. Terrebonne. On salue tous les gens de la Rive-Nord. Vous êtes pas des hosties de Vous n'êtes connes. pas des hosties de connes, puis vous méritez d'avoir de la justice, peu importe qui vous a fait du mal. Mais ça n'a pas d'allure. Ça me fâche. On s'en sacre qu'elle ait les réponses ou non à ça. Les dés sont pipés. Exactement. Puis là, je vais continuer. Je cite... C'est que j'haïs le monde. J'haïs tout le monde. Je cite Sauf Maître toi. Poupard. Merci. Puis mes enfants, puis mon Salut, chum, les autres papa. sont corrects. Elle ne veut pas se souvenir, parce que si elle se souvenait, cela l'amènerait sur la pente d'une admission qu'elle ne veut pas faire, c'est-à-dire qu'elle a eu une relation sexuelle consentante avec son médecin. Par la suite, il se penche sur les témoignages de la mère et de la cousine qu'il juge sincères mais erronés et invite le juge Brassard à s'interroger sur la fiabilité des témoins. Au magistrat, il souligne que plusieurs détails décrits par les témoins ne correspondent pas aux descriptions faites par les experts du champ médical d'une procédure chirurgicale. C'est une clinique privée, c'est pas un hôpital. Je sais pas à quelle fréquence... Tu sais, il peut être complètement tout seul à runner sa clinique privée. Il peut être complètement tout seul dans la salle d'opération. Il peut faire ça, c'est une clinique privée. Ce n'est pas un hôpital où il y a des centaines de personnels médicaux qui travaillent en même temps. Puis là, Catherine, tu peux bien agripper la serviette que j'ai mis avec tes mains. J'agrippais mes mains, t'as-tu vu? C'est Oui. ça, c'est comme... Mes jointures sont toutes blanches tellement je serre mes mains fort. Maître Poupard trace un parallèle avec les États-Unis, où le candidat à la Cour suprême Clarence Thomas avait été tabarnak! accusé d'harcèlement sexuel par Anita Hill. Ouais. Selon lui, on faisait à nouveau face, excusez-moi, à une injustice où un pauvre homme devait procéder à la pénible tâche de prouver qu'il n'avait rien fait. Excuse-moi, l'affaire du juge... Clarence Thomas puis d'Anita Hill, là, c'est une des affaires qui est revenue beaucoup quand il y a eu le scandale de Monica Lewinsky. Oui. Ben moi, quand j'avais Ah, lu tabarnak! dans les journaux, il fait un parallèle avec les États-Unis, j'étais comme, est-ce qu'il va parler de Bill Clinton? C'est juste avant Bill Clinton. Ouais, c'est juste avant. Ouais, puis Bill Clinton, c'est une autre affaire. Ouais. C'est une autre affaire. Puis c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus une zone grise de consentement que ça. Ouais. Ça, c'est très clair que le consentement n'aurait pas été possible. Peu importe ce que le fucking anesthésiologue, là, que je suis pas capable... J'ai même pas le goût de dire son titre comme faux. Ce mangeur de Tellement marde. qu'il me fait chier! Puis là, je suis vraiment contente que ma table est lourde parce que tu pourras pas la flipper. Ouais. À la fin J'ai trop de respect pour notre équipement d'enregistrement pour ça. À la fin d'un plaidoyer qui aura duré près de 2 semaines, Maître Poupard enfonce le clou dans le cercueil des droits des femmes en déclarant que la justice doit servir de rempart contre la certitude d'une multitude conne et un peu fasciste. Wow. C'est 1% les fausses accusations d'agression sexuelle. Multitude conne et un peu C'est fasciste. 1%. La multitude conne et un peu fasciste, là, c'est les gens qui croient pas les femmes. Maître Poupard. Ça a pas d'allure. C'est disgracieux. C'est une honte T'aurais dû à perdre ton droit de l'humanité. pratique. Tu n'as pas le bien de la société à cœur. Maître Poupard. Je m'excuse, mais les criminalistes n'ont pas besoin d'avoir le bien de l'humanité. Les avocats en général, personne n'a besoin d'avoir le bien de l'humanité à cœur. Puis on devrait peut-être, comme même les médecins. Et Malheureusement, c'est pas un prérequis pour rien d'avoir le bien de l'humanité à Ça cœur. devrait. Ça devrait l'être. Ah, il invite le juge Brassard à quitter son client. OK. Le 8 avril 1995, OK. le juge Brassard est prêt à livrer sa décision. Non, coupable. Acquitté? Marc Bissonnette est acquitté des chefs d'accusation qui pèsent contre lui. Et là, tiens encore la table, puisque je vais te lire ce que le juge y a dit. Dans un discours qui a très peu à voir avec ce qu'on a entendu au cours du procès et beaucoup à voir avec la haine profonde que la société éprouve à l'endroit des femmes, le magistrat déclare à la cour qu'il n'a pas à chercher loin pour trouver la raison qui aurait pu pousser la cliente, maintenant âgée de 28 ans, à cacher qu'elle a eu une relation sexuelle avec son médecin pour finalement l'accuser de viol. Rappelant à la cour que la plaignante avait menti sur le fait qu'elle se protégeait toujours lorsqu'elle avait des relations sexuelles, le juge Brassard déclare que le témoin surprise n'avait visiblement pas eu à la chercher longtemps pour sortir avec elle. Peut-on reprocher au docteur Bissonnette d'avoir cédé à la plaignante, lui qui l'a vue de 1989 à 1993? Le barman n'a pas pris autant de temps, lui. Selon Yves Boisvert, qui avait couvert l'affaire pour la presse à l'époque, le juge semble s'être fait l'image de la plaignante comme d'une séductrice débridée, une jeune femme insouciante. On s'en calisse! Elle aurait pu arriver à son opération d'un gangbang avec 150 inconnus. On s'en calisse! Personne ne mérite ça. Mais moi, c'est son affaire de « elle nous a menti car elle a dit qu'elle se protégeait toujours ».
Est-ce qu'ils ont demandé, est-ce que tu te protèges toujours depuis le début de la première fois que tu as eu des relations sexuelles, ou ils ont demandé, est-ce que tu te protèges toujours comme maintenant? Ça n'a aucun rapport. Mais je veux dire, en plus, là, excuse-moi, là, je veux dire, le barman, c'est pas de sa faute là-dedans, mais le petit moron barman, là, comment qu'il sait si elle utilisait pas de moyen de contraception? Il y a eu la discussion avec elle, parce qu'il y en a plein que ça se peut qu'ils en ont parlé. Ah non, il dit qu'ils en ont parlé, puis elle lui a dit de pas s'inquiéter. Ben, c'est parce que, excuse-moi, mais il y a plein de façons de te protéger sexuellement, ou est-ce que tu ne verras pas, monsieur, le petit barman moron? Tu sais, le condom féminin... No hate au barman, en passant. Ben, le condom féminin, ça existe. L'éponge était populaire dans les années 90. Le diaphragme. Le diaphragme. Tu le posais avant, oui, puis tu le gardais plusieurs heures après. Il y a aucune raison pour laquelle il aurait vu poser son diaphragme. Puis, je veux dire, le calendrier. La pilule. Il y a plein de méthodes, là. Oui. Juge Brassard puis Maître Poupard. Oui, fuck you. Fuck you. Fuck you. J'ai mal aux mains, là. Oui, je te vois, je suis comme, OK. Tu peux-tu, c'est ça. On peut-tu chiller 2 secondes? Je vais comme check out dans ma tête puis penser à l'histoire de stats que je vais te raconter tantôt pour pas... OK. Le docteur Bissonnette est acquitté, mais il doit toujours faire face au comité de ses pairs. Et la société québécoise, elle, doit faire face à ses propres préjugés après avoir été témoin d'un tel déferlement de haine à l'endroit d'une jeune femme sur la place publique. Le 11 avril 1995, dans un éditorial pour la presse, Pierre Gravel écrit « On croyait en avoir fini avec ce système judiciaire qui transforme en coupables les victimes de crimes sexuels parce qu'ils s'appuient sur leur comportement passé, dans un contexte qui n'a souvent rien à voir avec le procès en cours. Comme si la gravité d'un crime variait selon la nature de la victime, rendant ainsi presque anodin le viol d'une travailleuse du sexe, comparativement à celui d'une femme présumément respectable. » En s'engageant dans cette voie, le juge Brassard a fait une nouvelle victime de cet incident, la crédibilité de la justice et l'assurance que les femmes devraient avoir d'y être toutes traitées sur pied d'égalité. Je peux te dire que... Oui. Ils font encore ça aujourd'hui? Oui. OK, mais c'est ça. T'as parlé de bâcher les victimes parce que... Ah oui, on le fait encore. George Floyd. Oui. Puis pas juste Botham Jean. Oui. Aux États-Unis, ils font ça sans arrêt quand il y a des policiers qui tuent des personnes racisées. D'aller fouiller ici pour aller aussi trouver les mêmes estis de niaiseries. Ouais, mais c'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. C'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait. Les personnes racisées ici qui se font tuer, là, ça prend plus de monde de faire des podcasts pour fâcher les gens par rapport à ça. Parce que moi, les cas que j'écoute, ben c'est des podcasts américains parce qu'on n'est pas beaucoup dans notre gang qui couvrent les cas québécois. Fait que oui, ça arrive ici aussi. Je suis désolée, j'ai pas d'exemple à mentionner parce que Chris qu'on donne pas assez de visibilité à ces dégueulasseries-là qui se passent partout dans le monde. Fait que non, je suis fucking découragée. Ben, parce que c'est juste parce que j'étais en train d'écouter un podcast sur le style d'affaires de la super policière vraiment géniale de Dallas, Amy Geiger, qui est rentrée chez un gars parce qu'elle s'est trompée d'appartement puis elle l'a tiré parce qu'elle pensait qu'il y avait quelqu'un chez eux puis elle était pas chez eux. Elle est rentrée chez un gars qui est en train de manger de la crème glacée sur son couch. Il était noir. Elle était une policière qui venait de finir son chiffre de travail, fait qu'elle a pogné son gun de service puis elle l'a tiré dans le chest. C'est la pire crise d'affaires. Puis après ça, pendant son procès, il était comme « Ouais, mais tu sais, Botham Jean, il était pas une personne modèle, tu sais, il avait beau être comme vraiment impliqué dans son church, puis tu sais, être un immigrant qui il venait d'un autre pays, puis un bat une fois. Oui, pour vrai, c'est ça. On a trouvé du pot chez lui. Never mind que la policière a dit qu'il s'était levé pour l'attaquer. Quand, en fait, les forensics ont montré qu'il devait être accroupi à terre ou assis en train de se lever quand il a été tiré. Never mind ça. Qu'elle a tiré un gars sans défense, pas armé, avec un bol de crème glacée dans les mains, qui était assis sur son divan. Never mind ça. Il avait fumé du pot une fois. Mais là, j'aime que ça me fâche. Tu l'as mentionné parce qu'il y a 2 semaines, la police ont tué une personne racisée, Abisai Cruz, qui était en crise sur son balcon dans Montréal-Nord. Ben non, pour vrai. Il a été tué par les policiers. Et cette fin de semaine-là, c'est 1 de 3 personnes racisées qui ont été tuées par le SPVM. 2 personnes par le SPVM, 1 par la police de Québec. On n'en entend pas parler, puis c'est arrivé. J'étais horrifiée parce que pendant la journée, j'ai une amie qui m'a comme texté comme « Ah, j'ai été à une manif aujourd'hui, ça a un petit peu brassé. » Puis j'étais comme « Une manif, pourquoi? » Puis elle m'a dit « Ah, ben, il y a une personne racisée qui a été tuée par des policiers. » Excuse, je travaille pour un média. Comment ça, je savais pas ça? Puis là, la police, présentement, ils sont comme « Non, on avait raison de craindre pour la sécurité des nôtres. Puis on va le prouver. » C'était une personne qui est en train d'avoir une crise de santé mentale. Abisai Cruz. Je sais pas Vous le googlez, oui. Il y a un résultat, c'est un journaliste qui a été à la manifestation. Les autres articles,
C'est la police qui se défend. Il n'y a pas d'autres articles sur la mort d'Abisaï Cruz. Je trouve ça épouvantable. On revient à notre histoire. Partie 7. Une femme meurtrie. Si le docteur Bissonnette a été acquitté au criminel, il doit encore faire face au comité de discipline du Collège des médecins qui est prêt à rendre son verdict. Dans une décision de 46 pages, les pairs de Marc Bissonnette ont conclu que le témoignage de la plaignante et les 2 témoins oculaires étaient crédibles et déclarent n'accorder aucune valeur au témoignage du chirurgien. Par-dessus tout, le comité ne parvient pas à s'expliquer pourquoi la patiente voudrait faire couler son médecin. De plus, le comité relève que les témoins ne se sont jamais contredits en livrant leur version des faits et que si la patiente avait réellement eu une relation sexuelle consentante avec Marc Bissonnette, qu'elle n'avait rien à perdre à dire la vérité, elle n'était pas mariée et n'avait pas de conjoint sérieux qui aurait pu être choqué au moment des faits. On s'en calisse. Mais aussi par rapport à comme les années 90, eux, c'est dans le sens, mais pourquoi qu'elle aurait menti? C'est pas comme si elle voulait cacher à son mari qu'elle avait eu une aventure, là. Pourquoi qu'elle aurait menti? Le comité des médecins était vraiment comme, mais pour quelle hostie de raison qu'elle mentirait là-dessus? Elle va pas avoir d'argent pour ça, là! Non. Mais je veux dire, dans tous les cas, on s'en calisse. C'est ça. On s'en calisse de si elle était mariée, si elle avait un conjoint, si... Pourquoi? Elle aurait... non. C'est... Non, il y a pas de raison. C'est ça, elle a menti parce qu'elle avait honte. Oui, parce qu'elle voulait pas que son mari soit fâché après elle. Oui. Donc, Bissonnette va être reconnue coupable de 2 manquements déontologiques, avoir opéré une patiente sous sédation sans assistance et avoir placé cette patiente sous sédation sans se munir de l'équipement nécessaire. Le comité reproche également au Dr Bissonnette de s'être absenté pendant plusieurs instants, laissant sa patiente seule, un acte de négligence pouvant mettre en danger la vie de sa patiente. Le comité doit maintenant délibérer sur la sentence de Bissonnette. Entre-temps, maître Hélène Salvo fait connaître son intention d'en appeler de l'acquittement du chirurgien. Puis, en attendant que le comité tranche, Lorraine Daigneault, l'épouse de Marc Bissonnette, rédige une lettre plaidant auprès de l'ordre que son mari et sa famille ont déjà assez souffert. Là, ça va me prendre un petit violon, là. Oui. Notre monde s'est écroulé. J'avais l'impression que tout le monde nous pointait du doigt. Je vivais constamment avec de l'angoisse en pensant à mes enfants dont je voyais la vie brisée à jamais. Durant ce temps, mon mari était plein de remords et d'inquiétude. Il n'était plus que l'ombre de lui-même. Il s'en voulait de nous faire vivre ça. Son rythme de travail effréné venait parfois en conflit avec ses activités familiales. Je lui ai demandé de diminuer ses activités professionnelles. Malgré de bonnes intentions de sa part, il n'y a pas eu de résultats tangibles. Cela me chagrinait, mais je ne pouvais lui en vouloir, car cela était fait pour une bonne cause. Quelle cause? Le bien humain. C'est un chirurgien talentueux. Je suis désolée, mais c'est pas une question de vie ou de mort. Il posait des fausses boules, ça, madame. Mais il était chirurgien aussi, il pouvait comme reconstituer. Oui, mais dans ce cas-ci, c'était pas une question de vie ou de mort, là. Au comité disciplinaire. Mais dans tous les cas, j'aurais eu de la sympathie pour cette femme si elle s'était pas tenue derrière son mangeur de marde de mari. Exactement. La première partie de ça m'a généré beaucoup d'anxiété. Je pense à mes enfants, leur vie est gâchée. OK, je peux avoir de la compassion pour ça, je peux relate à ça. Mais calisse, madame! Elle est médecin, elle aussi, là! Okay. Au comité disciplinaire, Daigneault affirme que son mari lui a jugé qu'il avait appris sa leçon et qu'il s'engageait à réduire le rythme afin d'être un conjoint et père plus présent et attentionné. C'était pas ça la question, monsieur. Non, il est pas devant son comité parce qu'il faisait trop d'heures, là. Il est devant son comité pour avoir agressé sexuellement une patiente sous anesthésie, madame. On s'en sac. Il y a beaucoup de choses dont on se sac là-dedans. Énormément. J'ai demandé de faire la vaisselle et il m'a promis que maintenant il allait plus jouer au bowling. Madame, what the fuck? Selon elle, son mari n'a commis qu'une simple infidélité et tout est déjà pardonné. Impressionné par tant de dévotion... Mais c'est une faute déontologique grave d'avoir une relation sexuelle avec ta patiente, que ce soit consentant ou non. Non, tu n'as pas le droit. C'est une frontière que tu peux pas franchir. Et les médecins, elles devraient comprendre ça. Exactement. C'est pas juste une infidélité. Non. Alors, bien impressionné par la dévotion de Daigneault et des témoignages d'anciens patients et collègues, le comité disciplinaire se range du côté de la recommandation des avocats de Marc Bissonnette. Bissonnette écope d'une radiation de 2 ans, comprenant celle dont il faisait déjà l'objet, ainsi que d'une amende de 6 000 $.
Il recouvrira donc son droit de pratique en février 1996. À ce moment, le comité lui interdit toutefois de pratiquer des opérations nécessitant une anesthésie totale, sauf s'il les fait en milieu hospitalier avec de l'assistance. Le comité justifie sa décision en disant de ne pas vouloir priver le public du talent de Dr Bissonnette. Suite à cette annonce, le syndic du Collège des médecins et Marc Bissonnette annoncent leur intention de faire appel. Partie 8. Accident ou karma? Ah oui. Le 17 août 1995, Marc Bissonnette sera victime d'un étrange accident qui me laisse croire que le karma, ça existe pour de vrai. Alors qu'il effectuait des travaux sur la toiture de la maison de sa mère à Outremont, ce qui signifie qu'il était loadé en tabarnak. La maison. Maison à Outremont. Sais-tu combien ça coûte les maisons à Outremont? Je sais combien ça coûte une maison dans Hochelag. Ouais, non, ok. Ben, je veux dire, même dans ce temps-là, je connais quelqu'un qui a une maison dans Outremont, ça coûte un bras. Ça coûte un bras, une jambe et... Ça coûte un bras et c'est dur à s'acheter sans avoir patrimonialement de l'argent. Voilà. Bissonnette va faire une chute de 12 mètres. En plus d'avoir une jambe cassée, il souffre de multiples blessures à la colonne vertébrale et on craint que l'accident ne le laisse tétraplégique. Si les médecins parviennent à sauver les bras du docteur Bissonnette, il n'en sera toutefois pas de même pour ses jambes. Marc Bissonnette devra passer le reste de ses jours en fauteuil roulant en raison du choc violent subi par sa colonne. Les mauvaises nouvelles ne s'arrêtent pas là, ou les bonnes nouvelles pour nous. Il agressait des patientes sans protection, puis il réparait des toits sans Protection. Être attaché. Oh! En 1996, le tribunal des professions décide d'étendre la radiation de Marc Bissonnette à 5 ans. Ouais. Maître Hélène Salvo n'aura toutefois pas la même chance et en 97, la Cour d'appel confirme l'acquittement de Marc Bissonnette. Non! Mais reconnaît toutefois que le juge Brassard a eu des propos déplacés à l'endroit de la plaignante sans toutefois avoir fait d'erreur de droit. Ces gens-là, Oui. Ils en connaissent des femmes? Oui. Elles ont des seins. En théorie, ils ont une mère. Oui. Ce qu'il a dit à propos de cette victime-là, le juge. Ça aurait été quoi sa réaction si quelqu'un avait dit ça à propos de sa mère? De sa propre mère à lui? Écoute, je pense qu'il y a des gens qui font pas assez d'exercice de sympathie envers les autres. C'est important. Puis on en parlait sur notre Discord, justement. Oui. C'est important. Quand tu te dis dans la vie, là, les femmes, Pierre Poupard, la connerie et le fascisme, là. Oui, la majorité conne et fasciste. La majorité conne et fasciste. Est-ce que tu dirais ça à propos de ta propre mère, Pierre Poupard? Qu'elle fait partie d'une majorité conne et fasciste? Ça donne même pas d'allure. Ce monde-là, l'empathie, c'est pas leur fort. Ah, on va pas passer de l'empathie. Ah, on a juste besoin d'avoir des... Elon Musk, il l'a dit, l'empathie, c'est le gros défaut du genre humain. Oh oui, ok, cool, parfait. C'est that's rich coming from quelqu'un. Une personne blanche qui vient du pays de l'apartheid. Exactement. Tu dois manger un char de merde, Elon Musk. Un char Tesla de merde. Un Cybertruck de merde. J'y souhaite un Cybertruck de merde, pis tellement d'alémonie à ces 12 millions d'enfants qui arrêtent pas d'avoir, là, qui va vivre dans une boîte en carton sur le bord du chemin avec des bas qui rentrent d'essuyer. Qui donne des noms de mots de passe de Wi-Fi, là. Partie 9. Allez-vous finir par nous écouter? Le 31 janvier 2005, le docteur Marc Bissonnette refait surface dans les médias. Malgré son accident, il parvient toujours à pratiquer la médecine grâce à un fauteuil adapté qui peut le maintenir à la verticale pendant qu'il opère. Ceci serait un bel exemple de ténacité si Marc Bissonnette n'avait pas été un hostie de dégueulasse. Ainsi, à l'hiver 2005, le docteur Bissonnette est de retour devant le comité de discipline du Collège des médecins suite à une nouvelle plainte faite à son endroit par une ex-patiente. Selon un témoignage fait à la police et au syndic du Collège des médecins, une jeune femme raconte s'être rendue le 23 décembre 2002 à la clinique du docteur Bissonnette sur la rue Sherbrooke pour une simple intervention au poignet. Oui, c'est la même clinique. La clinique était fermée pour le temps des fêtes et elle était seule avec le médecin. Malgré la sédation, celle-ci a raconté à ses parents, puis à la police, avoir senti les doigts de Bissonnette se glisser dans sa petite culotte et sur son clitoris. Oh. Elle avait 18 ans. Arc! Suite à l'annonce, 2 autres ex-patientes de Bissonnette portent plainte à leur tour, alléguant des faits similaires, soit que le chirurgien aurait profité qu'elles étaient sous sédation pour leur faire des attouchements. À nouveau, face au comité de discipline du Collège des médecins, Marc Bissonnette ne reçoit cependant plus les éloges de ses collègues qui sont appelés à témoigner. Parmi eux, son associé, qui l'avait couvert de compliments lors de ses démêlés avec l'ordre dans les années 90, est outré que Bissonnette ait opéré une patiente pendant que la clinique était fermée. Et qu'il l'a agressé, monsieur. Mais c'est pas ça le bout qui nous choque, là! How dare you! On était fermés pour les vacances de Noël! À cause de toi, je payais le chauffage! Y a plus de respect pour les fêtes sacrées que sont le temps des fêtes! Voyons,
sacrament. T'as bien les principes mal placés, choses. Payer du chauffage à cause de ça! On se fait pas de sens, voyons, il a opéré une journée où on était fermé. Dude! Lors des procédures, le Collège des médecins est choqué par l'arrogance dont Bissonnette fait preuve. Malgré les règles établies dans les années 90, à son endroit, le médecin a continué de pratiquer seul des chirurgies sous sédation et a refusé de suivre une thérapie, estimant qu'il n'avait aucune déviance sexuelle. Mais excuse-moi, le collège des médecins. Allô? Connaissez-vous ça, un suivi? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour être sûr que ces affaires-là étaient appliquées? J'étais comme, OK, c'est bien beau de dire t'as plus le droit d'opérer tout seul, mais qui surveille? Y a-tu comme la police du collège des médecins? Parce que dans son podcast, Isabelle Richer, elle disait, tu sais, la police, des fois, là, des pédophiles, ils vont cogner chez eux pour être sûr qu'ils n'ont pas d'ordinateur, de téléphone, qu'ils habitent pas à proximité d'une école. Ici, y a-tu quelqu'un qui faisait ça avec Marc Bissonnette? Comme, toc toc, êtes-vous en train d'opérer sans surveillance? Tu as un exemple beaucoup plus décomplexé. Secret shoppers. Quand tu travailles dans une quincaillerie, quand tu travailles dans n'importe quel magasin grande surface, une fois de temps en temps, là, il y a des gens que c'est pas des vrais clients, OK? Oui. C'est des gens qui viennent du headquarters, là, puis qui sont là pour évaluer la performance des employés en se faisant passer pour des clients. Fais ça avec le collège des médecins. On a T'sais, des idées. Une petite équipe roulante, là, OK? Je sais pas, À la SAQ aussi. une centaine de personnes qui sont dispatchées pour être des faux patients dans les hôpitaux, dans les cliniques privées. À la SAQ aussi, j'avais une amie qui c'était sa job aller dans la SAQ quand elle était mineure pour acheter de l'alcool, Excuse-moi, envoyé par le HQ. mais c'est moins important de faire ça dans les quincailleries, puis dans les SAQ, puis dans les Walmart de ce monde que dans les hosties d'hôpitaux et de cliniques médicales privées, là. Je veux dire, c'est comme... c'est qui? C'est pas la madame de Sinard qui est décédée après une chirurgie dans une clinique privée? Il me semble que c'est important de surveiller ces gens-là. Puis avec toute la liste Allô? de malpractice que t'as, là, Allô? le collège des médecins va donc Tabarnak. ordonner que Marc Bissonnette fasse l'objet d'une radiation Permanente! de 10 ans. Ah, ok, cool. Excusez, j'ai mis la charrue devant les bœufs. Ouais, je m'excuse, toi, t'as été de raisonnable. Oui. Puis le collège des médecins était comme, on t'avertit, là. On t'avertit, Marc. T'es averti, là, hein? T'es averti. Mais Marc Bissonnette refuse cette décision et décide d'aller en appel au tribunal des professions. Ok. Voyant que le chirurgien ne fait aucune démarche, n'exprime aucun remords face à ses agissements et continue de nier avoir quoi que ce soit à se reprocher, il est finalement radié à vie, le tribunal des professions estimant qu'il s'agit de la seule manière d'assurer la sécurité du public. Oh mon Dieu, ça a backfire dans sa face, ça! Oui, Oh, calvaire! et c'est comme ça que ça se termine. Mais j'ai encore l'impression qu'il y a eu des conséquences pour avoir opéré sans assistance et non pour avoir agressé des patientes. Mais ça me fait penser justement à l'affaire dont je vous parlais tantôt avec la policière, là. Parce que, tiens, là, elle a été trouvée coupable du meurtre du pauvre gars dont elle était rentrée dans l'appart puis qu'elle a tiré dans le chest. Puis après ça, elle a porté sa cause en appel. Puis là, justement, c'est le fun parce qu'en appel, ils ont peut-être pu renverser le jugement, ouais. Ah non, c'est ça, ils l'ont pas renversé. Ouais, ils ont pas renversé le jugement. Fait que finalement, elle a été trouvée coupable de meurtre et condamnée à 10 ans de prison. Good. 10 ans. Coupable, yeah. Excuse-moi, Non, il y a non. du monde aux États qui dealent de la drogue puis qui sont condamnés à mort. C'est que ça passe 10 ans. Mais c'est une policière blanche. Ouais, Mais le pis- policier qui a tué George Floyd aussi, il essaye d'avoir Oui, un pardon de Donald Trump. là. Chose truc Chauvin, là? Ouais. Derek Chauvin. Derek Chauvin. Non, excuse-moi, je vais l'appeler chose truc Chauvin. Oui, vas-y. Parce que je m'en Il mérite calisse pas que t'es qu'on se un rappelle Américain, son t'as nom. un nom de famille francophone, je vais le prononcer comme ça me tente. Calvaire. En tout cas, je m'excuse, ce cas était long, là, mais comme... Ce cas était long parce que je suis fâchée contre tout. Je m'excuse. Je vais aller prendre ma petite pilule qui relaxe. Là. Non, c'est que j'arrivais pas à, comme, couper des affaires parce que je trouvais ça vraiment dégueulasse. Mais c'est le temps qu'on soit sponsored par comme Xanax ou je sais pas quoi. Là. C'est comme ça. Ça n'a pas de sens, là. C'est pas bon pour ma pression, je suis sûre. Non, je trouvais ça vraiment, vraiment dégueulasse. Puis Oui, ça vraiment, l'est. c'est que ça peut être summed up par comment ces grosses connes osent-elles accuser ce grand médecin chirurgien incroyable que si Jésus revenait parmi nous, il se ferait opérer par lui. Il serait posé des fausses boules par lui. Ouais. Puis la manière que J'ai aucun disrespect pour les fausses boules en passant. J'aime beaucoup les fausses boules. la manière que cette jeune femme-là a traité, c'est inacceptable. Non. Comment la société, on a traité cette jeune femme-là, c'est comme on devrait avoir honte. Je trouve qu'on n'a pas assez honte. Pour que la honte change de camp. Exactement. Ben là, elle a pas changé de camp beaucoup, là. Non, on n'a pas beaucoup bougé. là. On n'a pas beaucoup bougé, pas en tout. Oh, je suis fâchée. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres encore, auditeurs et auditrices. On espère que vous avez pas trop pogné les nerfs, que vous aviez un toutou doux dans les mains, au lieu du bord de table, parce que, comme sérieux, Oui. j'avais mal aux mains Je tantôt, là. m'excuse. Alors, si vous avez aimé ce que vous venez d'entendre et tous nos pétages de coche, non, sérieusement, encouragez-nous.
On vous aime, nos auditeurs, nos auditrices. On fait ça pour vous. C'est pour vous qu'on est là. Et si vous avez aimé et que vous n'êtes pas déjà un fan sur Facebook, on est sur Facebook à un peu de crime. Sur Instagram, à un peu de crime dans ton café. On a aussi une boutique Etsy. On a une communauté Patreon. Si vous voulez nous soutenir pécuniairement, vous pouvez le faire. Fait que merci beaucoup pour votre soutien. Désolé pour toutes les sacres. J'espère que vous écoutez pas les épisodes avec vos enfants. Je leur ai appris des mauvais mots. Je suis désolée. Beaucoup de mauvais mots. Je suis désolée. Je prends mes responsabilités. Et à partir de maintenant, je m'engage à peut-être essayer de sacrer par la bande. Comme au lieu de dire calvaire, je vais dire calvasse. Bon, ça. C'est bon, ça? Calvin. Tabarnouche. Calvinos. Sapin vert de sapin vert, comme disait mon arrière-grand-mère. Et donc, maintenant, on va remercier les Patreons. Oui. Alors, merci José Arnold. Merci Laurence. Merci Voilà. pour votre soutien. Oui, merci beaucoup. Merci énormément pour votre soutien. Pour vrai, c'est pour vous autres qu'on fait ça. C'est pas pour le monde qui nous envoie chier dans les commentaires. Pardon, qui nous envoie promener dans les... J'avais dit j'arrêtais de sacrer, j'ai tenu 30 secondes. Dans les fleurs. Qui nous envoie péter dans les fleurs et nous souhaite d'aller péter dans les fleurs dans les critiques sur Apple Podcast. Exactement. C'est pas pour eux qu'on fait ça, c'est pour les gens qui aiment ce qu'on fait. Même si c'est agréable péter dans les fleurs. Ça doit! Oui. Ça doit être agréable. Alors, maintenant, tu te racontes une affaire de stop? Bah oui. OK. On s'en va à l'hôpital Saint-Vincent dans la dépression. Oui, oui. Bonjour, Madame Audrey. Mon Dieu, ça va pas bien, Docteur Jacob? Non, je suis le Dr. Faubert. Ça va pas bien. Non, je vois ça. Non, parce vous avez que... la mine basse? Ouais, j'ai la mine Attendez, je vais basse. vous aider à ramasser. Ouh. J'ai la mine basse parce que c'est difficile la vie à l'hôpital Saint-Vincent présentement. Mais non, il y a toujours quelqu'un sur le vélo stationnaire. Je peux pas get my steps in. Non, c'est vraiment difficile. Fait qu'aujourd'hui, Cet épisode a été très long, hein. Je serais mieux de faire une histoire courte de stats. Merci beaucoup, Dr. Audrey, de m'avoir ramené sur le droit chemin. Alors, je vais aujourd'hui vous raconter l'histoire de... C'est un couple de patineurs artistiques. C'est ça, les Pelletiers. C'est ça que j'allais dire. C'est un couple de patineurs artistiques et tout à coup, excusez, j'ai oublié ma voix de Jacob Faubert. C'est un couple de patineurs artistiques et tout à coup, on reçoit un appel. Puis là, c'est ding-a-ling-a-ling, une ambulance qui arrive avec quelqu'un qui a eu une lacération sur la cuisse. C'était un couple de patineurs artistiques qui faisait une routine. Quand tout à coup, le gars a pitché sa blonde dans les airs. Oui! Mais il l'a échappé et en atterrissant, elle lui a tranché un bout de cuisse. Ah! Alors, il est aux urgences. Ah non, Jacob, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que tu es Sophia? Oui, je suis Sophia. L'infirmière. Non, Sophia est pas là pendant ce temps-là, elle a été suspendue à cause de l'affaire des agressions sexuelles d'Emmanuel Bilodeau. Ah, ok. Ben, Pas Emmanuel Bilodeau, le personnage Emmanuel Bilodeau. Merci, je veux pas faire d'allégations contre Emmanuel Bilodeau. Tu peux être Marco. Tu veux être Marco? Parce que pendant ce temps-là, Jacob puis Marco, là, ils ont comme une espèce de combat de coq de c'est qui le meilleur remplaçant de l'urgence. Ah, yo, bro, là, il va falloir qu'on aide ces patineurs. Ouais. Puis là, c'était Marco qui était responsable. Puis là, il arrêtait pas de dire à Jacob, ouais, mais comme t'as l'affaire, t'es sûr que c'est ça? Puis là, t'as l'autre affaire, t'es sûr que c'est ça? On n'est pas les amoureux. Mais dis pas. Tout le monde est tellement malheureux. Puis sérieux, je me disais justement, je regardais Stat, là, comme cette semaine, puis je disais à mon chum, mon Dieu, que tout serait plus clair et plus facile si le monde faisait juste accepter d'être en troupe, là. Ouais. Parce qu'il y a tellement de plotlines, il y a des claques qui se perdent. Fait que finalement, le patineur artistique est arrivé. Puis là, moi, Jacob Faubert, j'ai essayé de recoudre sa plaie. Puis là, après ça, Marco est arrivé. Puis mon accent, il change tout le temps, je vais juste arrêter. Il est arrivé, puis il était comme, Calisse Faubert, genre, ça saigne à travers le bandage, qu'est-ce que t'as fait? T'as donc ben mal. Pourquoi là, ton pénis est sorti? Ça n'a pas rapport. Non, il y avait pas ça. Jacob Faubert, c'est le meilleur. Donc, il a le cœur à la bonne place. Bon, puis là... le pénis à la bonne place. C'est ça. Là, Marco était comme, t'es donc ben incompétent. Puis là, t'es comme, non, je suis pas incompétent. Voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, il refait son bandage. Puis après ça, ils sont comme, voyons, ça saigne encore à travers le... OK, on va y faire un garrot. On va faire un garrot pour empêcher que ça saigne. Puis ils sont comme, calisse, ça saigne encore. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, il demande au gars, yo, t'es-tu hémophile? Genre, faudrait que tu nous dises si c'est un problème de coagulation parce qu'on essaie de, genre, te faire un bandage puis des points de suture puis de refermer ta plaie puis ça marche pas. Puis il est comme, non, je suis pas hémophile. Fait que là, ils font bilan sanguin. Puis là, tout à coup, c'est comme, il y a comme des problèmes de coagulation, mais aussi il y a comme des problèmes au niveau de son, comme, système immunitaire puis comme, pourquoi que ça coagule, genre, jamais son affaire. Fait qu'ils sont comme, OK, on va patcher ça, on va finir par comprendre. Et tout à coup, the hammer falls down. Son sang, c'est du quick aux fraises. Normand d'Amour y arrive, puis il est comme, mon gars, ton sang, c'est du quick aux fraises, parce que t'as un cancer du thymus, qui est quelque chose, je sais pas compris c'était quoi. Qui est un personnage dans Le Roi Lion. Oui. Fait que, et c'est ça, il y a un cancer, et à cause de son cancer,
Oui, mais c'est un cancer opérable, il va être correct. Phew. C'est ça, c'est un cancer opérable, il va être correct. Tu sais, cancer opérable, même pas besoin de faire de la chimio, juste de la radio après. Puis là, tu sais, il dit tout ça, puis c'est comme, c'est à cause de ça que t'as des problèmes au niveau de ton système immunitaire, c'est à cause du cancer, fait que c'est pour ça que tu coagulais pas. Puis là, c'est réglé, on t'a mis sur un coagulant, on t'a patché. Puis là, il est comme, non, mais les championnats canadiens de patin. Puis c'est comme, yo, mon chum, oublie les championnats canadiens, il y a sûrement quelqu'un qui peut te remplacer, tu sais. Puis il est comme, non, mais je veux pas pénaliser ma blonde, c'est son rêve. Puis là, tu sais, non, l'amour est comme, peut-être que son rêve à ta blonde serait aussi que comme son chum meurt pas du cancer, fait que genre, fais-toi opérer, puis tu sais, il y a les priorités à un moment donné, là, tu sais. Puis là, il est juste comme totalement dans le déni. Fait que là, il envoie Geneviève Schmidt y parler parce que Geneviève Schmidt a eu un cancer des boobs. Oh non! Fait que c'est ça, elle a eu le cancer des boobs. Je dis ça pour que ça fasse rire le monde. J'espère faire rire le monde, parce que c'est pas drôle le cancer, tout ça. J'essaie juste d'alléger l'atmosphère un peu après cette histoire terrible. Fait que là, elle va parler au beau patineur, pis elle est comme, t'es un beau patineur. Pis là, il est comme, t'es une belle chirurgienne. Pis ils sont comme wink wink, pis il est comme, en tout cas, si j'étais plus jeune, j'aimerais ça sortir avec un beau patineur. Je sais, elle est un peu creep avec, pis je suis comme, c'est weird, même le monde trouve que c'est moins weird parce que t'es une femme, que t'es en train de dire à quel point il est beau, ce beau jeune homme, mais comme c'est weird pareil, Geneviève Schmidt. Keep it in your pants. Pis là, elle dit, aussi, yo, moi j'ai eu un cancer des boobs, puis j'ai fait de la chimio, puis là je commence à faire de la radio bientôt, puis genre, je suis une top chirurgienne dans le monde, comme je suis Top Gun, ouais, je suis genre Top G dans les chirurgiens. Ta vie est pas finie. Tu vas peut-être pas faire les championnats, puis peut-être que tu vas pas être patineur finalement. Peut-être que tu vas changer de carrière, mais ça va aller. Et j'en suis la preuve vivante. Puis que là, après ça, il commence à comme faire la paix avec l'amour et avec le fait qu'il y a le cancer. Puis là, il demande à Jacob Faubert, il est comme, je suis pas capable d'annoncer ça à ma blonde. Tu peux-tu le faire à ma place? Jacob Faubert est comme, absolument. Je vais m'en charger personnellement. Puis là, il me semble qu'il dit que non, il veut pas que ce soit Jacob Faubert, il veut que ce soit Geneviève Schmidt qui va l'annoncer à sa blonde. Puis là, la dernière affaire qu'on a vue de ça, sa blonde est arrivée à l'hôpital. Puis elle était comme, oh mon Dieu, mais. Puis là, elle a vu quelqu'un se faire genre faire la réanimation là, dans la salle de choc. Là. Puis elle était comme, mon chum m'a fait une crise cardiaque. Puis là, genre, comme, non, ton chum, on l'a sorti de la salle, il est dans un couloir là-bas. Cet homme est puis, noir. il est-tu correct, mon chum, il va-tu sortir bientôt de l'hôpital? Puis il va peut-être pas sortir bientôt de l'hôpital. Mais comme, va y parler. Puis là, il appelle Geneviève Schmidt, puis il comme descend. Puis là, elle arrive, puis elle est comme, oui, ton chum, il a le cancer du thymus. Puis la fille est comme, OK, c'est correct, mon amour, on va passer à travers. Puis après ça, elle s'en va, puis comme, je vais aller chercher une petite liqueur à la machine ou whatever. Puis elle tourne le coin du couloir. Puis elle éclate en sanglots, puis elle fait l'affaire dramatique où est-ce qu'elle se laisse glisser en s'accotant le dos là, sur le mur, puis elle se laisse glisser jusqu'à ce qu'elle ait les fesses par terre. Fait qu'elle a dit que c'était correct, mais c'était pas vrai que c'était correct. Non, ce n'était pas vrai. Elle a peur, mais elle voulait pas le montrer devant son chum. Elle voulait être courageuse. Elle l'accompagnait là-dedans. Avoir son moment acting. Fait que c'est ça qui s'est passé jusqu'à date. M'a tenir au courant s'il meurt ou non. Merci. C'est ça. T'sais, on sait que Stat, il y a toujours prise 2. Maladie, prise 2. Ben, comme le gars qui pensait qu'il était mort, là. J'ai-tu compté l'affaire du gars qui pensait qu'il était mort? Non. Ok, m'a te compter ça une autre fois. Okay. C'est tellement intéressant. Fait que, ouais, c'est ça. C'était l'histoire légère que j'avais à te conter à propos de Stat, la fois où est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait pogné le cancer. Ouais, c'est léger. L'affaire de la bactérie résistante, c'est beaucoup plus dramatique. Ça. OK. Oui. Fait que ça va être pour une autre fois. Yeah. Bye.